Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Le Bon As qui reçoit aujourd'hui un as dont la voix est un orchestre complet. Gino Sitson et Le Bon As. Bonjour Gino. Bonjour Monès. Bienvenue. Merci de me recevoir. Comment ça va? Très bien, très bien. Comment tu fais pour être aussi simple, aussi détendu? En fait, on a l'impression que tu ne te prends pas au sérieux. Mais je bois beaucoup d'eau. Non, je plaisante. Comment je fais? Je crois que c'est le reflet de mon éducation en fait. Depuis, j'ai toujours été, je me suis toujours comporté de cette manière depuis ma tendre enfance. Et puis voilà, donc j'estime qu'il est très important pour moi d'être toujours cohérent avec ce que je suis, quoi, avec ce que j'ai reçu comme éducation, avec ma foi aussi de chrétien, voilà, tout simplement. Et d'où te vient cet accent un peu particulier quand tu parles français? Parce que j'ai remarqué que même quand tu parles anglais, il y a toujours un petit accent. C'est vrai. J'ai un accent en français, en Medumba, en anglais, dans toutes les langues du Cameroun, parce que je suis un melting pot quelque part. Déjà à Douala, on est dans un environnement melting pot, multiculturel en tout cas, où il y a un brassage de cultures. Donc j'ai vécu dans 3 continents différents. Oui. Pardon, l'Afrique, donc le Cameroun en l'occurrence, où j'ai passé une partie de mon enfance, et la France, et maintenant les États-Unis depuis 18 ans. Donc voilà, donc je crois que... Aux États-Unis justement, est-ce que tu as déjà eu des scènes où quelqu'un t'a fait remarquer que tu étais beaucoup trop simple et que tu devrais peut-être un peu plus frimer? Frimer. Oui, il y a des gens qui me disent ça. Il y a des gens qui m'ont dit ça et ils m'ont dit ouais, il faut que quand même, tu n'es pas n'importe qui quand même. Hein. Je dis oh, je ne sais pas, tout le monde est important pour moi. Je classifie pas les personnes. Les castes pour moi n'existent pas, ne devraient pas exister en fait. Ouais. Bon, c'est plutôt la valeur intrinsèque des personnes qui m'intéressent, la valeur humaine, j'entends. Pas leur portefeuille ou bien leur pédigré, c'est pas très important pour moi. Moi, je parle de la même manière à quelqu'un qui nettoie les voitures qu'un président de la République. Donc, je côtoie différentes personnes et je garde la même égalité d'humeur, du respect vis-à-vis de tout le monde en fait, tout simplement, parce que je me dois de me respecter surtout. Une anecdote peut-être dans ce style-là? Une anecdote, j'en ai une panoplie à raconter si je devais m'attarder sur... je crois, oui, voilà, je jouais quelque part, mais il y a longtemps, j'avais pas encore produit d'album, je crois que j'avais fait juste le premier album. Oui. Je jouais en banlieue parisienne, il y avait des groupes de rap, j'oublie les noms là, j'ai un trou à l'instant. Je suis sorti faire un tour, je veux rentrer dans la salle, on me dit mais, allez, non, rentre pas. J'ai dit non, c'est moi qui joue là. On me dit mais, comment tu fais? Une autre anecdote, c'était comment dirais-je, à Châlons-en-Champagne, en France. Oui. Et je jouais dans un festival et le contrebassiste, moi j'étais dans les loges, et le contrebassiste était sur scène avec les autres musiciens. Il faisait encore son show, quoi. Le regretté Noël Ekwabi. Noël Ekwabi, oui, le bassiste. Ouais. Alors il faisait, comme il chantait aussi, et donc il est resté sur scène, et moi j'étais dans les loges. Et une dame du festival, de la régie, vient me voir et me demande alors, mais vous savez ce qu'il aime manger, Gino? J'ai pas bien vu ce qu'il aime manger, lui, Gino. Je dis, Gino Sitson que je suis, j'aime bien manger du poisson, je ne mange pas de viande rouge. Donc voilà une anecdote comme celle-là. Il me dit, ah bon, c'est vous? Je croyais que c'était le monsieur sur scène. Donc c'était moi, en fait. Ouais. Et on m'a reproché après, il y a une amie qui m'a dit, je t'ai déjà dit, il faut que tu changes un peu, qu'on sache que c'est toi la star. J'ai dit, la star, je ne sais pas si je suis une star, je ne pense pas pouvoir être une star. Ouais. Parce que ça disparaît très vite, les stars. Je suis un artiste, un musicien. Alors, est-ce que tu préfères des morceaux purement faits de nomatopées, un peu comme Suite for John, dans l'album Voice Strings, ou bien des morceaux toujours très vocalisés, un peu comme Makalapati, avec des mots qu'on peut distinguer, qu'on peut disséquer. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Mais honnêtement, j'ai arrêté de me poser cette question parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais très envie de faire des morceaux avec des paroles, quoi, vraiment à Medumba, essentiellement, parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux, Oui. au Cameroun en tout cas, et en dehors du français et de l'anglais. Et après coup, je me suis rendu compte que plus le temps passait, moins j'avais cette faculté, cette aisance à manipuler la langue, à écrire dans cette langue, dans les langues nationales, dans les langues de chez moi. Et que la musique, pour moi, le chant, c'était quelque chose de... Il était partout, en fait. Quand j'entends un saxophoniste, j'ai l'impression qu'il chante. J'entends les voix partout, en fait. C'est un langage, c'est une façon de phraser.
ça me parle. Je crois pouvoir me mettre des mots sur ce que ces personnes sont en train de... C'est vrai, et c'était fascinant, quoi. D'ailleurs, j'ai fait une expérience un jour sur l'album Voice Strings. Oui. Je peux te raconter, mais il y a un morceau, Benin, j'avais écrit le texte, j'arrive au studio, mais je n'arrivais pas à le chanter parce que je le lisais en chantant. Alors, dès que j'ai enlevé le texte, je me suis mis à chanter, en medimba en plus, quasiment en improvisant. Les paroles étaient bien meilleures que celles que j'avais écrites avant, donc voilà, que j'avais au départ. Donc, voilà. Donc, Alors, le 27 juin 2017, c'est une date importante pour toi. C'est ce jour-là que tu es devenu docteur en musique, PhD. Oui, enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont étudier l'aéronautique, qui veulent être médecins, qui font de la sociologie, de la politique. Mais un gars se lève comme ça, il veut être docteur en musique. Tu étais déjà artiste, reconnu, respecté, tu étais déjà enseignant de musique. Ça ne te suffisait pas d'être toutes ces choses-là. Tu voulais être docteur en musique, mais pourquoi faire? En fait, je crois que je suis nourri d'une soif d'apprendre, en fait. Oui. Je suis un boulimique de la connaissance, du savoir. Je me sens tout le temps handicapé de ne pas en savoir plus sur les choses même que je pratique, même au quotidien. Oui. Je le dis sincèrement, parce que je crois que it's always a work in progress. C'est pas quelque chose qui est figé, quoi. L'obtention d'un pédigré ne fait pas de moi le mec le plus intelligent ou quoi que ce soit dans le domaine. C'est vrai que ce sont des experts qui te donnent ce crédit-là, qui disent « Welcome to our family ». Que voilà, tu fais partie des nôtres, maintenant tu es reconnu par cette sommité de chercheurs, de grands chercheurs. À la Sorbonne, en l'occurrence, c'est pas rien. En plus. Et avec... bon, je dis que ça s'est soldé avec brio, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est juste le début d'une autre aventure, en fait. Quand je racontais ça, d'ailleurs, dans un échange à Douala avec des compatriotes, j'ai raconté ça aux compatriotes de comment ça s'est déroulé. À la fin de la délibération, quand on m'a décerné le diplôme, enfin le titre, on a délibéré, voilà, donc je leur ai dit, j'étais zen en plus, je leur ai dit merci, pour moi c'est vraiment le début de notre aventure. Je crois que je vais me nourrir de toutes les critiques que j'ai reçues de vous pour mieux faire les choses plus tard en tant que chercheur, pour améliorer, pour avancer. D'ailleurs, je te raconte hier, avant d'aller à l'émission, je venais de recevoir un email pour d'une revue scientifique pour un article que j'ai proposé et que je dois revoir aussi. Je dois rajouter des parties qui trouvaient que le comité scientifique trouvait intéressant à peaufiner, quoi, à nourrir en fait. Exactement. Et bien c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Donc une revue normale, on passe par un comité scientifique, donc voilà, je me soumets au jeu, c'est pas parce que je suis chercheur docteur que je sais tout, non. Alors mais tu allais étudier quand même la musique guadeloupéenne et pourtant la musique camerounaise a besoin de documentation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par des praticiens, mais peut-être qu'il faut des théoriciens comme toi qui a le privilège d'être en même temps un artiste et d'être en plus quelqu'un qui fait de la recherche sur la musique. Pourquoi avoir choisi la musique guadeloupéenne plutôt que la musique camerounaise? Le choix s'est porté, en fait, au départ même, quand j'ai commencé ma recherche doctorale, je travaillais sur la musique, la bomba de Puerto Rico. Mais pour être honnête, avant d'embrayer, enfin de démarrer cette thèse, de m'inscrire, de chercher, de faire le projet de thèse, je pensais à une musique camerounaise. Oui. Mais le souci géographique qui existe, la distance, ne me permettait pas. Du Cameroun, les États-Unis au Cameroun, ça fait une fortune. J'ai pas de bourse, j'ai pas les moyens de venir tout le temps ici et faire des enquêtes ethnographiques, aller sur le terrain dans les brousses, dans les villages, discuter avec des gens. C'était surtout par rapport aux musiques traditionnelles de chez nous. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon, ce sera ambitieux d'aller au Cameroun faire ça, n'ayant pas, je dirais pas n'ayant pas les moyens, mais n'ayant pas les moyens consacrés à cette recherche, parce que quand je fais ça, je gagne moins d'argent aussi ailleurs, je tourne moins, il faut être honnête, parce que c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Il y en a qui m'ont trouvé fou, ils m'ont dit, à quoi ça sert ce truc? J'ai dit, non, c'est un épanouissement, c'est une forme de respiration. C'est de la musique du cerveau aussi. Je travaille, c'est une excitation supplémentaire. J'adore, je jubile, je m'éclate. Je suis passionné, j'adore, je peux en parler pendant des heures. Donc finalement, je me suis retrouvé, j'en ai parlé avec une amie qui est ethnomusicologue martiniquaise.
qui a aussi fait sa thèse à la Sorbonne, mais longtemps avant moi, enfin bien longtemps avant ma soutenance, qui avait beaucoup d'expérience, qui avait enseigné déjà, qui a enseigné dans pas mal d'universités aux États-Unis, Oui. Dominique Cyril, elle s'appelle Dr Dominique Cyril. Alors, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne travaillerais pas sur le Goka? J'ai dit, bah, Ah ouais. et elle travaillait entre-temps, elle avait quitté New York, elle avait déjà quitté New York, elle était allée s'installer en Guadeloupe, parce qu'on l'a sollicité pour travailler comme responsable du patrimoine d'un centre de recherche sur les musiques traditionnelles et danses traditionnelles de la Guadeloupe, Oui. en fait. Et bien, je lui ai dit, hey, pourquoi pas, le Goka, d'accord. Et un beau jour, je me dis Goka, parce que pour moi, quand on disait Guadeloupe, je pensais à la Biguine et au Zouk. et c'est grâce à un ami avec qui j'étais en DEC de musicologie à Paris, il y a très longtemps, j'ai découvert le Goka d'ailleurs, après un cours d'ethnomusicologie d'une prof, Rosalia Martinez, et il me fait écouter la musique de la Guadeloupe. Je croyais que c'était une musique d'Afrique de l'Ouest. Ça me rappelait, il y avait des sonorités que ça me parlait, quoi. Oui. Donc je me suis dit que l'Afrique n'était pas si loin que ça. Donc le Cameroun était là quelque part. Même au niveau de la langue, je vais faire court. Au niveau de la langue, par exemple, en créole, on dit moon pour dire l'enfant, et puis ou l'homme, quoi. En douala, on dit mouna. Oui. Il faut ajouter le A, ou bien en lingala, moana. Tu vois qu'il y a des affinités, il y a des liens. C'est vrai. C'est des musiques différentes aussi, c'est sûr, mais c'est des musiques qui puisent leur source dans notre continent. Enfin, donc voilà, qui prennent racine ici, quoi. Donc voilà, né de la déportation des Africains Pendant les périodes de l'esclavage. L'esclavage, voilà. Donc Oui. voilà, donc il y a un lien quelque part. Donc pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas une mise à distance vis-à-vis du Cameroun ou quoi que ce soit. Mais ça va venir peut-être, D'accord. j'espère. Et est-ce que le fait d'être un docteur en musique, ça fait de toi un meilleur musicien? Ah oui. Aïe, 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 la question que tu... Mais en fait, je pense que, je le dis très souvent d'ailleurs, je ne me pose pas la question en termes de public, parce que j'offre ce que j'ai, j'offre ce que je sais faire. Après, les gens, ils n'apprécient pas, c'est pas... Je me pose plus cette question. Je sais une chose, c'est que depuis, ça fait 20 ans environ, voire plus, que je suis sur la route, et ça se passe plutôt bien. Donc j'ai de bons retours. Je joue peut-être pas au Cameroun dans mon pays, mais ça viendra peut-être un jour, peut-être après ma mort, on écoutera ma musique. Mais je pense que je me pose pas cette question parce que je me dis, s'ils sont exigeants, ils pourraient l'être encore aussi avec d'autres personnes qui sont moins bonnes, je suis poli là, donc moins sérieuses dans le travail en tant que musicien. Oui. Que le personnage que je suis. Et la deuxième question, le fait d'être musicologue, fait de moi, d'avoir fait des études, fait de moi un bon musicien. Pas nécessairement, non, pas du tout, je ne crois pas. C'est de la même manière qu'on demanderait le fait d'avoir fait des études de médecine, fait de vous, ou bien d'avoir fait des études de journalisme, fait de toi un bon journaliste, je ne sais pas. Donc, au moins, on a quand même des prérequis. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On peut parler musique. On peut parler de telle ou telle chose. C'est clair. On peut se retrouver dans une revue. On peut savoir de quoi on parle. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Moi, je ne me mettrai jamais à parler de match de basket alors que je ne sais pas les règles. Je ne connais pas les règles du jeu du basket. Ou bien le football. Je prenais l'exemple hier. Quelqu'un qui commande un match de foot, il ne sait pas ce que c'est qu'un coup franc ou bien un corner. Il dit bon, voilà. Et c'est drôle parce qu'en musique, lorsqu'on parle de musique, tout le monde croit que la musique c'est n'importe quoi. Ouais, la musique, c'est un truc qu'on sent comme ça. C'est une science. Alors, il faut que... En fait, ce qui serait génial, c'est qu'on nous rééduquions à ce niveau-là. Oui. Qu'on arrive à comprendre que les arts sont... C'est des sciences, quoi. C'est comme la photo, le réalisateur, c'est quoi? C'est un parcours, c'est un travail. Le journaliste, c'est quoi? Tout le monde ne s'improvise pas comme ça. Donc voilà, donc... Alors, est-ce que dans ton sillage, dans ce que tu fais davantage, pas que le jazz, mais davantage de la musique très vocalisée, est-ce qu'il y a des pépites que tu as découvertes, que ce soit au Cameroun ou alors ailleurs en Afrique? Est-ce qu'il y a des nouveaux as, des as de demain oui, que tu as remarqués? Il y a une pléiade. Il y a
J'en ai beaucoup sous la main, je vais en oublier sans doute, mais il y a Daniel Léoc, il y a Laro, il y a Edwige Joupa, qui joue de la basse et qui chante, qui donne des cours de piano, qui donne des cours de théorie musicale, qui connaît la musique. Sa famille, toute la famille, elle n'aime pas d'ailleurs, donc que ce soit François Ampaille, qui donne des cours de batterie, qui lit la musique, qui connaît la musique, qui est intéressant. Il y a beaucoup de talents. Ce ne sont pas forcément des personnes que tout le monde connaît. Hein. C'est vrai. Ce sont des personnes qui sont soit dans les cabarets, soit dans des écoles de gauche à droite, et qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer, malheureusement. Ces personnes m'intéressent beaucoup plus que celles qui passent dans les médias. D'un, je ne regarde pas la télé, malheureusement, ça va me choquer. Je n'ai pas de télé chez moi, par exemple, tu vois. Donc, j'ai pas de télé. Donc... Heureusement, notre émission n'est pas sur Internet, donc... Non, c'est pas... non, je dis pas ça. C'est pas... Peut-être qu'il y en a qui vont me massacrer en écoutant... Je dis pas ça parce que c'est pas bien la télé. C'est que j'ai pas beaucoup de temps pour m'asseoir et regarder la télé. Ça peut m'arriver s'il y a une émission très importante, mais j'en ai pas. J'ai plus de télé chez moi. J'ai beaucoup d'autres choses. J'ai beaucoup de livres chez moi. J'ai un piano à queue, j'ai une contrebasse, j'ai une trompette. Ça fait beaucoup de choses. Il y a la guitare, j'ai plein d'instruments de musique aussi. D'accord. J'ai un ordinateur, il y a Internet. Si je veux regarder la télé, je vais sur Internet, je peux regarder. Donc voilà. Alors, c'est quoi une belle voix, à ton avis? Toi qui es la voix, qui chante, mais qui fait aussi l'instrument. L'instrument. C'est quoi une belle voix? Quelles sont les caractéristiques d'une belle voix? Je pense qu'il n'y a pas esthétiquement, c'est quelque chose de propre à un environnement, à l'oreille de l'auditeur en fait. Des personnes qui sont habituées à certains accents ou à certaines voix. Par contre, il y a des bons chanteurs et des mauvais chanteurs. Je m'explique, sans vouloir tirer sur qui que ce soit, mais quand je dis bon chanteur, ça veut dire que si on a décidé qu'on est dans la musique tonale occidentale, ou dans une musique tonale tout court, et que voilà, les règles du jeu, c'est ça, donc do, c'est do, mi, whatever, le mode qu'on utilise, selon le mode qu'on utilise, on est en phase avec ce qu'on doit faire, ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de problème. Et s'il ne respecte pas ça et qu'il est dans ce contexte-là, alors là, c'est un mauvais chanteur. Pour moi, après, l'esthétique de la voix, c'est tellement complexe, c'est un de mes objets de recherche, en fait. Et ça envoie peut-être à l'ethnomusicologie que tu as d'abord étudié dans tes débuts. Tout à fait, tout à fait. Et d'observer comment les cultures musicales, les variables, enfin, toutes ces pléiades de cultures musicales que nous ne connaissons pas assez, et qui nous intéressent très peu, que nous entendons comme ça, que nous écoutons dans la foulée, mais sans passion, sans intérêt parfois. Alors sur scène ou alors en studio, lorsque tu vocalises, quand tu chantes, quand tu utilises ta voix pour prester, pour faire des onomatopées, est-ce que tu te considères comme un chanteur ou bien comme un musicien au sens instrumentiste du terme? Ben, je me considère surtout comme un musicien, mais un chanteur parce que c'est la voix, ou vocaliste, whatever. Et je suis un musicien, je suis vraiment... Et la preuve, c'est que, enfin, quand je n'ai même pas besoin de preuve, je suis musicien, donc voilà, mon parcours, il est là. Donc, et puis, je suis musicien et je me rends compte en fait que ma démarche plaît beaucoup à ceux qui ont une approche instrumentale de la musique. Quand je dis instrumentale, jouer les instruments vraiment de musique, même si la voix c'est un instrument, c'est sûr, mais ceux qui ont cette approche-là, les instrumentistes, j'allais dire, que ce soit guitaristes et autres, s'intéressent beaucoup à mon travail. Ils trouvent ça fascinant parce que je suis avec eux. Je suis dans un orchestre. D'ailleurs, on m'a engagé très souvent, même en France, même aux États-Unis aussi, pour que je vienne chanter les lignes écrites pour un instrument. Mais il se trouve que c'est la voix. Donc je vais jouer le rôle. Je suis à l'aise avec ça. Et aussi parce que j'ai travaillé ça durement. C'était une passion, c'était une obsession en fait. C'était un challenge aussi. J'aimais les prouesses, il faut dire la vérité, mais après, ça ne m'intéresse plus de faire les prouesses. Je veux juste... c'est pas que j'ai rien à prouver, mais c'est que j'aimais ça parce que ça m'excitait, quoi. Ça me faisait... J'aimais les challenges, je dis ouais, je fais ça. Même à l'école, d'ailleurs, je voulais 20 ou 0. Oh là. C'était ça, une obsession un peu. Je voulais que ce soit top. Ou bien, rien. Bon, c'est pour ça que tu t'arrêtes jamais. Tu es artiste, après tu veux être docteur en musique, tu fais de la recherche. Oui, tout à fait. Tu n'as pas arrêté, en fait. On a l'impression chaque fois que tu n'as même pas commencé. Non, pour moi, j'ai rien fait là. Mais rien du tout. Je vais te dire, je vais faire une confidence peut-être, mais j'ai l'impression de ne pas savoir, je n'ai rien savoir en fait. Chaque jour, et je le dis sincèrement, je le pense,
Parce qu'à chaque fois que je découvre des choses, je me dis, waouh, pourquoi je ne l'ai pas su avant? C'est vrai. La vie, c'est une suite d'apprentissage, en fait. C'est une école à vie. Enfin, l'école de la vie, c'est la plus grande des écoles. Ce n'est pas la fac seulement. La fac, c'est bien. Clair. Ça me permet d'avoir des garde-fous, tout ça. Mais l'école de la vie, il y a des moments où je m'assois dans un bar, voilà encore une histoire qui fait sourire beaucoup de gens. Quand je vais à Yaoundé, tu sais où je passe le temps? Non. Je vais au Carrousel, par exemple. Ah ouais, le cabaret. Le cabaret Carrousel. De l'époque, hein, j'y allais il y a 15 ans, 20 ans, je partais des États-Unis ou bien de Paris, j'allais dans ce cabaret écouter de la musique. Ah, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce qu'il fait dans ce truc? Mais c'est pas propre, c'est pas... Enfin bref, tous les commentaires qu'on peut sortir à propos de ce lieu, alors c'est un temple de la musique, c'est là où je m'abreuve, où j'apprends la rue, les accents, les inflexions, les intonations, toutes ces couleurs-là, les peintures que je regarde, ça m'inspire, ça m'ouvre l'esprit en fait. Et ça me permet de grandir un peu plus tous les jours. Je le sens dans mon corps, je le sens même dans mon chant, dans ma pratique, dans ma façon de faire. Je me sens très en phase avec moi-même. Quand je vois que j'ai appris un truc, quelque chose de nouveau, je dis, ah, c'est pas mal ça. Je dis, ok, attends, il faut que j'apprenne ça. Je parle à un ami, je dis, mais gars, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, j'ai une idée là, peut-être tu... Je dis, ah bon? D'accord, ok. Je suis un éternel apprenant, en fait. Voilà, tout simplement. Il faut dire qu'à la base, tu es quand même un fils de pub. Quand tu étais en France, tu as composé, tu as chanté sur des musiques de pub pour pas mal de marques françaises, mais aussi après aux États-Unis, où tu as même composé une musique pour des projets cinéma. Tout à fait. Pour Nickelodeon, Dora l'exploratrice, comme on dit. Pour des pubs, pour cheveux, on ne va pas faire la pub ici, mais pour pas mal de choses, pour les habillages d'antenne de France 3, voilà. Non, il y a beaucoup de choses. En fait, tous ces univers m'interpellent parce que c'est de la musique, après tout, c'est de l'art en tout cas. Ouais. Et je crois que j'en parlais avec une de tes collègues il y a quelques jours. Je crois qui me disait, mais ou bien un collègue, je ne sais pas qui, enfin il y avait plusieurs personnes qui me parlaient, si c'était un garçon, à qui je disais, qui me disait, ouais, c'est des peintures. J'ai dit, oui, tout à fait, je parle beaucoup de peinture, c'est des peintures vocales en fait. Je peins avec ma voix et je pense que je suis un peintre frustré. J'aurais aimé peut-être peindre, j'ai beaucoup d'admiration pour les peintres d'ailleurs. Frustré peut-être pas, mais je peins à ma manière. Donc je peins, j'utilise l'instrument que j'ai, le pinceau que j'ai là, mes cordes vocales, ma voix. J'en fais ce que je fais là, mais c'est pour moi, c'est les différentes écoles, mais qui vont ensemble, quoi. Et c'est dans cette période-là que tu as initié ton premier album. Oui, tout à fait. Vocal Delivery. Vocal Delivery, c'était vraiment suite à quelque chose d'inopiné. J'étais étudiant à la Sorbonne en langue étrangère appliquée. Eh bien, je me retrouve, je fais la pub pour une marque de cigarettes. On ne va pas parler de cigarettes, je ne fume pas en tout cas. C'est pas bon la cigarette. Donc je me retrouve à faire cette pub là parce que le monsieur m'a dit voilà, je te paye telle somme d'argent parce que j'ai pas beaucoup d'argent, mais en contrepartie je te laisse le studio. Et bien je me retrouve à enregistrer mon album et puis Vocal Delivery avec ma calapathie et autres. Voilà, ça donne ce que ça a donné. Mais c'était en tête déjà, c'était dans ma tête, mais c'était pas le moment forcément dans ma... J'avais pas prévu quoi. Alors mais pour toi qui n'aime pas frimer, qui ne te sent pas star, qui n'aime pas la télévision, lorsque le non, titre... c'est pas que j'aime pas la télévision. Quand ma calapathie a cartonné, quand c'est devenu un gros tube, surtout au Cameroun, comment tu t'es senti? En plus que les magazines parlaient de toi, que ce soit ici ou alors en Amérique, il y a beaucoup de gens qui, pendant ta carrière, ont fait des très bons articles, qui font des très bonnes critiques à ton sujet. Comment tu reçois ça? Mais c'est une belle bénédiction en fait. En tout cas, d'abord, venant de ma famille, c'était vraiment le plus beau. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait m'offrir en fait. Mon défunt père était admiratif du travail que j'abattais. En tout cas, il me soutenait quoi. Il trouvait ça très intéressant, il était fier de moi. Et je crois quelque part, comme c'était un intellectuel, quelqu'un de très brillant, je crois que le fait d'être allé, il aimait bien le pédigré, il faut aller à l'école, il faut être au top. Ouais. Donc, je crois que je voulais lui offrir ce cadeau-là aussi, en faisant cette thèse. Et j'avais prévu faire ça un peu plus tôt, mais mais il est parti, donc je vais lui dire ça, quoi. Donc voilà, c'était ça aussi, c'est pas... Même si on dit on fait pas les choses pour les autres, mais quand même,
quand on a les parents, c'est d'abord, c'est le socle. Oui, c'est important. C'est important. Alors, est-ce que tu préfères être independent ou plutôt d'être signé en major? Ou alors, à quel moment, à ton avis, un artiste doit, ou alors s'il a la possibilité, l'opportunité, d'accepter d'être signé sous une major comme Universal, comme Sony? Comme je suis difficile à manipuler, je suis très sympa, tout ce qu'on veut, mais je ne suis pas très manipulable parce que j'ai des convictions très fortes et je sais ce que je veux. Enfin, je sais surtout ce que je ne veux pas. Peut-être que je ne sais pas toujours ce que je veux dans le sens où... peut-être les deux quand même. Je suis difficile à manipuler dans le genre où il faut rentrer dans un format. Je suis contre le formatage. Ouais. J'accepte, je respecte ceux qui adhèrent à cette pratique, à cette chapelle, à cette façon de faire. Là. Je n'ai rien contre ça. C'est comme la télévision, comme je disais tout à l'heure. C'est pas que je n'aime pas la télévision, mais c'est que je n'ai pas le temps de la regarder. J'avais une télé chez moi, elle était là. Je dis, ah, elle est là, la télé. C'est quand les gens arrivent. Mais je ne peux pas la regarder parce que je n'ai pas le temps, je n'arrive pas. C'est parce que il y en a qui vont vous trouver peut-être sectaire, qui vont dire que ouais, mais il est compliqué ce cas-là, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il ne mange pas ci, il ne mange pas de viande rouge, il ne mange pas cela, il ne mange pas de riz blanc. Qu'est-ce qu'il aime finalement? J'ai dit non, c'est parce que. Mais moi, j'ai interdit à personne de faire ce qu'il a à faire. Moi, les majors, c'est pas. Si on me signe dans une major, s'il y a un contrat, mon avocat me dit bon, tiens, il y a un contrat avec tel major, voilà. Et on accepte ta musique telle qu'elle. Et on y va, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ça qu'on a souvent dans les grandes maisons de disques, c'est qu'il y a un besoin de formatage. Et c'est pour des raisons marketing, ce ne sont pas des musiciens, ces personnes. C'est des personnes qui font du chiffre. C'est des personnes qui n'ont pas, pour la plupart, qui ne sont pas forcément outillées, peut-être qu'ils jouent 2 fois une note de guitare, mais ça va quoi. Donc moi, j'aime parler aux musiciens, aux gens qui sont passionnés, aux artistes. Des artistes de la voix, du micro, comme vous, comme toi, ou bien Eric, aux artistes, aux créateurs, les gens qui créent. Je n'ai pas de mépris pour ces autres personnes, mais j'estime que pour ce que je fais, je veux être en phase avec moi-même. Je voyage beaucoup, donc je pars un mois à New York, Gino, c'est pas très rare, mais un peu rare. Je suis tout le temps parti. Donc, et c'est là-bas que tu as rencontré quelqu'un qui fait dans la même veine que toi, Bobby McFerrin. Voilà, j'ai rencontré Bobby à New York, voilà, avec qui j'ai travaillé, j'ai joué au Carnegie Hall avec lui, il m'a invité aussi il y avait une série de documentaires sur la musique, mais plutôt musique associée aux sciences cognitives, tout ce qui est perception musicale, émotion, avec la psycho, quelque chose de géant, quoi. Donc voilà, on a fait cette émission aussi, j'ai participé à ce documentaire. Et puis, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un musicien extraordinaire, les mots me manquent d'ailleurs, pour qualifier ce qu'il est, quoi. Ce monsieur, un grand talent. Il n'y a rien à dire, Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, c'est quoi ton rapport au hip-hop en particulier? Parce que New York aussi est une ville très hip-hop, c'est le cœur de vibration des musiques urbaines aux États-Unis. Quel est ton rapport au hip-hop et aux musiques urbaines en général? Les musiques urbaines, hip-hop, je pense que ça apporte un rafraîchissement incroyable. J'aime ces musiques, pourquoi? Parce que elles me font penser au jazz. Je m'explique. Dans le sens où ce sont des musiques qui sont généreuses, qui embrassent différentes formes musicales, différentes esthétiques aussi musicales, j'allais dire. Je prends l'exemple, tu regardes dans le hip-hop, tu peux trouver un son africain, un son malgache, un truc classique qui passe par là comme ça dans la foulée. Ouais. Je trouve ça assez rafraîchissant, c'est intéressant pour moi. Je parle du point de vue, en tant que chercheur, hein, peut-être ma casquette, en tant que musicien aussi, pourquoi pas. Ça pourrait m'arriver que je travaille avec ces personnes-là, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur tous ceux d'ici, donc ça me dirait bien de travailler avec des jeunes qui... Il y en a un qui m'a envoyé, j'oublie le nom, pardon, qui m'a envoyé une musique d'ailleurs, je crois que c'était Hillary, pardonne-moi, je n'ai pas oublié ton nom, mais qui m'a envoyé une musique. Il avait pris un sample de un de mes morceaux, Goyak, Black Feeling. Oui. Il l'a intégré dans sa musique et c'est vraiment intéressant, quoi. Donc moi, tout ce qui est novateur
pour moi, à mes yeux en tout cas, m'interpelle en tout cas. Et je trouve que toutes les tendances, telles qu'elles, tant qu'elles existent et qu'elles sont bien organisées, ben, me parlent et font objet d'analyse aussi en tant que pour la recherche. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de musiciens aguerris qui estiment qu'il y a beaucoup de pauvreté, surtout dans ce qui se développe et qui est diffusé à longueur de journée de nos jours, que c'est pas assez poussé, que c'est très simpliste, justement parce que peut-être ça répond à une certaine exigence marketing. Il peut y avoir de ça. J'ai le malheur d'appartenir à deux chapelles qui sont proches et lointaines. Le chercheur en musicologie, le musicien que je suis. Je suis partagé. Donc parfois, c'est plus les chercheurs qui parlent. Et, du coup, si ça m'intéresse. Justement, ces musiques m'intéressent. Mais en tant que musicien, c'est vrai que a priori, c'est pas des musiques que je vais écouter à longueur de journée. Parce que c'est pas... J'écoute beaucoup plus de jazz et de musique ancienne, de Makossa, Mangambe, Bikutsi, de l'époque. Mais je crois que l'intention est là, mais peut-être que la dynamique n'est pas encore assez forte pour que... déjà enclenchée, quoi, pour que j'embrasse ces univers-là. Pour l'instant, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je veux dire que j'y pense, mais c'est pas que je n'aime pas. J'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'en parlais à la conférence l'autre jour. Quand je suis dans ma chambre d'hôtel, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute des musiques d'aujourd'hui, des musiques populaires. Oui, ça surprend beaucoup de gens. On me dit, mais comment tu mets ça? J'en ai même parlé à une amie chanteuse camerounaise. Je lui ai dit, tu sais, ma fille aime beaucoup ton morceau, tel, machin. Elle me dit, ah bon? Elle a cru au départ que je blaguais, et c'était vrai. Et moi, j'écoute ça, et puis je m'éclate. Hein. Je ne suis pas insensible au plaisir du corps non plus, au plaisir des pieds. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de talent, hein. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et ce qui me plaît encore plus, c'est qu'ils s'intéressent à la musique, certes, peut-être pas assez. Quand j'ai la musique en tant que... enfin, l'harmonie, la musique, quoi, la musique. Mais ils s'intéressent aussi au business de la musique, ce que certaines générations n'ont pas fait. N'ont pas fait. Voilà, donc on est resté, enfin, sur la musique, on ne pensait pas beaucoup au business, à tout ce qu'il y avait autour, ça ne nous passionnait pas plus que ça, quoi. Il y avait le plaisir de faire les choses, et puis voilà. Donc peut-être qu'il y avait des nouvelles conjonctures, la conjoncture économique actuelle, où la société se dégrade aussi, les problèmes sociaux. On est dans l'urgence, il faut s'organiser encore vraiment différemment. Je suis en admiration, enfin, j'ai beaucoup de respect pour cette génération-là, et parce que ce sont des personnes qui en veulent, quoi, qui ont la rage, qui ont aussi la niaque par moment, et qui expriment aussi leur quotidien, leur vécu, hein, leur époque. Parce que c'est très facile de dire que c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est bien organisé, c'est clair, c'est propre, et puis bon, moi je trouve ça joli, c'est beau. Donc ça m'interpelle. Mais tu préfères la musique cérébrale, comme celle que tu cérébrale, pratiques. peut-être pas, peut-être parce que j'ai un côté cérébral, mais j'ai un côté fun quand même. Même quand je suis sur scène, je rigole tout le temps, je plaisante, je suis pas quelqu'un de constipé. Non, je crois que je suis un condensé de tout ça. Ouais, il y a un côté cérébral, parce que c'est mon parcours qui me trahit. Et d'autre part aussi, il y a un côté ludique, fun, parce que je suis quelqu'un de fun. Et je n'aime pas avoir l'impression d'être complexe à comprendre. J'enseigne, donc j'ai intérêt à expliciter, à être précis dans ce que je dis. C'est pour ça que je suis sollicité parfois pour des conférences, ou bien, je ne sais pas moi, pour des, comment on appelle, des masterclass, workshops. C'est pas parce que je suis gentil, ou bien, ils ne m'appelleraient pas, ils n'ont rien à faire, pardonnez-moi. Ça ne les intéressait pas. Parce que je dois avoir sans doute un bout de compétence. Je suis pédagogue d'ailleurs aussi. J'ai eu un diplôme de troisième cycle en sciences de l'éducation, un master en sciences de l'éducation. Même si tu es associé à la musicologie, avant, je l'ai fait. Donc j'avais envie de comprendre aussi tous les mécanismes de transmission, la passion, toutes les traditions, théoriser les modes de transmission dans les sociétés traditionnelles. C'est des choses qui m'ont intéressé. Pour comprendre. Mon problème, Bonas, tu vois, le problème, c'est même pas un problème en fait. Ma passion, c'est de chercher toujours à comprendre ou de juger. Je n'ai pas à dire, tant que c'est pas vulgaire, hein. La vulgarité par contre, ça je supporte pas.
Alors les chansons rate pâquerette, là, ça ne m'intéresse pas. Où il y a en dessous de la ceinture, vraiment, ça je mets ça à la poubelle. Ça, je préfère le dire, les gars, je vous déteste, hein. Pardon. Non mais je déteste pas les gens, mais je veux dire que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Mais tant que c'est organisé et qu'il y a du contenu normal, quoi. Même si c'est des chansons, même si le gars dit papa, maman, tout du début jusqu'à la fin, cette pauvreté même, cette soi-disant pauvreté musicale, ne me dérange pas. Voilà. Ça a le droit d'exister. Ça a le droit d'exister. Qui sommes-nous pour dire aux gens de ne pas chanter ça? Nous sommes l'industrie musicale telle qu'elle est. Pour moi, elle est là sans être là. Je continue. Je m'en fous finalement. Elle dit que si je vais m'intéresser à ça, je serais finalement un gars aigri. Je vais dire non, moi, on ne me donne pas de conseils ici. On ne fait pas ça. On passe pas mon disque à la radio. On ne fait pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je continue à crever mon sillon. Une autre anecdote. Je crois, mais d'ailleurs, peut-être que ces personnes vont écouter ce que je vais dire. En 2000, l'année 2000, l'année où je suis parti en France, aux États-Unis, pardon, j'ai quitté la France, j'étais finaliste découverte RFI. Exactement. Voilà. J'étais finaliste de découverte RFI. Et le groupe ou le chanteur, je ne sais pas quoi que ce soit, qui a gagné ce prix, moi, on m'a reproché que c'était trop jazz. Alors, c'était le morceau le moins jazz de mon répertoire. Mais vraiment, vraiment, whatever. Donc, et ces personnes qui ont gagné, je peux le dire, j'ai pas peur, hein, je suis quelqu'un d'assez sincère. Ces personnes, je ne sais pas où elles sont aujourd'hui, mais je suis toujours là. Je ne suis pas Michael Jackson ou whatever, mais je continue mon chemin, mon bonhomme de chemin. Je joue toujours, je suis là. Peut-être que je joue dans un petit bar à Bali, mais je suis musicien encore, je suis encore musicien, j'ai encore la passion. Mais ces personnes qui m'ont dit, ouais, c'était trop jazz, peut-être qu'ils décidaient à ma place, qu'ils voulaient décider et reconfigurer ma musique. Ah non, ils ne peuvent pas me parler de la musique, ils ne sont pas musiciens en plus. Je n'ai même pas discuté avec eux là-dessus. Franchement, je préfère parler aux gens qui aiment la culture, qui s'intéressent à la culture et qui ont envie d'apprendre, qui sont humbles et qui savent où ils en sont dans leur métier respectif, qui savent que là, je ne sais pas. Je n'irai pas devant Roger Mila lui parler football quand même. Soyons sérieux. Je ne suis pas le Roger Mila de la musique, c'est sûr, mais quand même, je suis un musicien. C'est vrai. Comment je vais me planter devant Samuel Eto'o? Je dis, mais le ballon, tu dois tourner de l'autre côté. Et je n'ai jamais joué au foot. J'ai joué au foot comme tous les gamins. C'est tout, ça s'arrête là. Mais c'est une science. C'est des mecs qui travaillent toute la journée sur le football, ils passent le temps. Mais c'est fascinant dans notre univers. Parfois, on a réponse à tout, en fait. On a tendance à vouloir jouer le rôle que l'on... Enfin, on a tendance à ne pas rester à notre place, en fait. On dit... On a réponse à tout. On dit, ouais, mais quand il s'agit d'un médecin, on ne dit rien. Dans ce cas, devenons tous médecins. Soyons les gens. Devenons marabouts. Tout le monde devient marabout ou bien voyant. J'ai vu que Bonas, demain, tu vas te marier et il y aura quelque chose... Bref, whatever. I don't get it. Je ne comprends pas. Donc, bref, c'est un peu ça. C'est un peu un coup de gueule aussi, quelque part. C'est parce que il n'y a pas... quand je dis nous, je me le reproche aussi. Parfois, il peut y avoir des échappées, des petites... sur certains aspects des choses que j'observe sans maîtriser. Enfin, peut-être pas moi, mais parce que j'ai du mal à me prononcer dans certains domaines. Je ne vais pas parler de droit d'auteur et des droits... des choses juridiques, je ne connais pas le droit, moi. Je n'ai pas ces compétences. Pourquoi je vais me lever, m'improviser dans le domaine et dire que voilà, je sais, nous devons faire, Non, je ne sais pas. Les choses que je sais faire, je les ai fait vraiment. Merci Gino. Merci Bonas. Merci de m'avoir reçu. Est-ce que c'est ton interview télé la plus longue? Une des... non. J'en ai eu une longue interview qui durait des plombes. Alors. Non, c'était très sympa. En tout cas, merci, bonne continuation. Et c'est fabuleux d'offrir cette plateforme à beaucoup d'artistes. J'espère que tu auras l'occasion d'inviter tous ces grands musiciens que j'ai nommés là. Exactement. Tous ces grands talents qu'il y a là, que ce soit Gaël Oundia et autres, Laro, ces personnes qui ont beaucoup de talent et qui ont besoin d'exposition. Nous avons tous besoin d'exposition. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas besoin d'exposition, mais on a besoin d'exposition. Mais je dis, il y en a qui ont vraiment besoin d'exposition pour pouvoir s'ouvrir au monde entier. Davantage. Avoir de l'espace parce que c'est regardé, ton émission est regardée. Je t'ai dit que j'avais regardé l'émission avec Tenor.
Ténor. Ténor, ouais, Ouais. voilà. Donc, que j'ai trouvé très intéressant. J'ai découvert un jeune homme très talentueux et très drôle, en plus. J'aime bien les gars qui sont marrants. Exactement. Voilà. Alors, entre Makalapati et Sweet for John, que j'aime beaucoup, Mhm. sur quel des deux est-ce que tu pourrais nous faire une toute petite performance, là, tout de suite, pour conclure l'émission? Ouh là là. Mais peut-être Makalapati, comme c'est. Makalapati, pati, pati, oh, Makalapati, pati, Makalapati, pati, pati, oh, Makalapati, pati. Et c'est parti.